Et sans plus tarder, j'ai l'honneur d'inviter mon maître, professeur Rachid Abil Qassim, qui est chef de service de pédiatrie et de réanimation néonatale à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V Karaba. Il s'occupe principalement des maladies métaboliques et des déficits immunitaires et il est réputé pour son énergie et son dynamisme contagieux. On en a fortement besoin, surtout en fin de matinée. Donc, il va traiter la dilatation de branches dans le contexte des déficits immunitaires. Merci. Madame la Présidente, merci pour les amis qui sont là. Merci pour la comité d'organisation de ce premier congrès d'immunologie, d'allergie et de pneumologie pédiatrique. Je suis très heureux de parler d'une thématique qui nous est chère, de parler de dilatation de branches, mais en particulier dans le cadre de déficit immunitaire primitif. Dans le cadre du déficit immunitaire primitif, on va parler essentiellement des déficits prédominants sur les anticorps, puisque c'est la cause la plus fréquente de dilatation de branches. Donc, les déficits prédominants sur les anticorps ou prédominante antibody deficiency PAD est la forme la plus fréquente des déficits immunitaires primitifs. Elle est secondaire à un défaut de production d'anticorps qui est susceptible de se compliquer d'atteintes respiratoires infectieuses et non infectieuses. La bronchectasie est une complication qui est connue des déficits prédominants sur les anticorps. Une fois la bronchectasie est présente, les poumons sont soumis à un cercle vicieux qu'on va voir tout à l'heure, qui aboutit à des lésions pulmonaires qui sont avancées et permanentes. Donc les déficits prédominants sur les anticorps ainsi que la bronchectasie doivent être diagnostiqués tôt pour être traités de façon énergique et efficace. Donc, pourquoi l'atteinte pulmonaire est-elle fréquente dans les déficits prédominants sur les anticorps? Si vous voyez ces chiffres-là, 30, 60, 40, ça laisse penser probablement la fréquence respiratoire d'un enfant, et on pense de 30 cycles par minute. Donc, on respire 30 cycles par minute et 60 fois par heure, et puis 24 heures fois une journée, pour dire qu'il y a, si on fait le calcul, ça veut dire que le nombre de respirations il est énorme, et la quantité d'air qui va entrer dans le poumon, elle est aussi énorme. Si vous voyez sur cette figure, donc, qui montre donc, un schéma de poumon, donc depuis la trachée, les bronches, les bronchioles et les alvéoles, vous voyez que cette surface qui est énorme, elle va partir de 1,5 m² chez le nouveau-né jusqu'à 100 m² chez l'adulte, pour dire que cette surface va être inondée par des dizaines de litres d'air qui va être donc en contact avec beaucoup d'agents, de polluants, de particules, de bactéries, de virus, de champignons. C'est-à-dire que le poumon est l'organe qui est le plus touché dans le déficit immunitaire primitif. Si on prend... Donc, vous avez parlé des étiologies de dilatation de branches. Je vais vous montrer quelques diapos sur la prévalence ou bien sur la part des déficits immunitaires dans le cadre des étiologies de dilatation de branches. Et vous voyez sur ces différentes séries, donc le taux, donc la part, elle est de 10 à 30% en fonction des services. Donc, ça veut dire que c'est une étiologie qui est très fréquente. Donc, il faut faire tout pour éliminer ce diagnostic lorsqu'on a une dilatation de branches. Si on prend cette étude turque, sur 186 cas de dilatation de branches, vous voyez que 15% avaient un déficit immunitaire primitif. Donc, c'est aussi quelque chose, c'est un diagnostic parmi les premiers qu'il faut penser et qu'il faut diagnostiquer, puisqu'on a les moyens pour faire le diagnostic de ce type de maladie. Si on prend cette étude de l'équipe de professeur Bousfiha qu'a montré ce matin notre maître, donc si sur une dizaine d'années, sur 131 cas de dilatation de branches, donc ils ont trouvé 30% des déficits immunitaires. Et là, donc on sait qu'on a un biais, puisque le service de professeur Bousfiha est spécialisé dans les déficits immunitaires en particulier et les maladies infectieuses.
Donc les manifestations, donc la bronchectasie, donc elle est très fréquente, en particulier dans les déficits immunitaires communs variables et dans la gamma-globulinémie liée à l'X, comme montrent ces différentes études. Donc si on veut parler quelques mots sur ce type de déficit, le déficit prédominant sur les anticorps, les déficits immunitaires primitifs, d'une manière générale, ils comprennent actuellement plus de 500 maladies. Ce sont des entités cliniques qui ont été authentifiées où la base génétique elle est bien précise. Et vous voyez dans la courbe que depuis quelques années, le nombre de cas qui sont objectivés, qui sont confirmés par une étude génétique ne cesse que d'augmenter. Le déficit prédominant sur les anticorps, il concerne 65% des déficits immunitaires primitifs. Les gènes impliqués généralement sont ils concernent la voie de développement de lymphocytes B qui donne les immunoglobulines. Donc on va avoir un défaut de production des immunoglobulines. Sur le plan clinique, il y a une hétérogénéité avec des conséquences cliniques qui vont être différentes. Mais l'élément essentiel, c'est l'infection récurrente bactérienne qui est l'élément clé de diagnostic de ces pathologies-là, mais aussi il y a d'autres anomalies type auto-immunité et de néoplasie. Donc la maladie va atteindre le développement des lymphocytes B depuis la cellule souche jusqu'au plasmocyte et à partir de là, donc si j'ai une atteinte génétique sur les différentes sessions, donc on peut avoir un déficit immunitaire bien individualisé, en particulier là, donc on va voir le déficit immunitaire commun variable, la gamma-globulinémie surtout liée à l'X, la maladie de Breton et les syndromes donc d'autres syndromes qu'on va voir dans les slides suivantes. Donc la classification générale de ces déficits prédominants sur les anticorps va, lorsqu'il concerne toutes les isotypes, on a la gamma-globulinémie liée à l'X, en particulier la maladie de Breton, la gamma-globulinémie autosomique récessif, le déficit immunitaire commun variable, l'hypogamma-globulinémie transitoire. Parfois, on a des déficits qui sont sélectifs, notamment le déficit sélectif en IgA, le syndrome d'hyper-IgM, les déficits en sous-classe qui sont imputables, variables, donc si vous avez une hypogamma-globulinémie globale, et le déficit en anticorps polysaccharides. Donc actuellement, donc, depuis quelques années, chaque année ou bien chaque 2 années, il y a une classification sur les déficits immunitaires. Professeur Bousfiha, donc, il est parmi les pionniers dans ce domaine. Et on a chaque année une liste de maladies qui sont découvertes à l'occasion de la découverte de la mutation génétique responsable. Donc, on va penser à un déficit immunitaire d'une manière générale lorsqu'on a un certain nombre de critères que vous connaissez. Donc, on a pensé à cette maladie-là. On va essayer de demander un bilan biologique pour confirmer le diagnostic, notamment une numération formée sanguine. On va essayer d'éliminer une infection, un déficit immunitaire secondaire par la sérologie HIV. On demande le dosage pondéral des immunoglobulines. Tout ça doit être interprété en fonction de l'âge. On demande les sous-populations lymphocytaires, en particulier pour voir le nombre et le pourcentage des lymphocytes B en particulier. On demande aussi les sérologies vaccinales et ou post-infectieuses. Tous ces examens-là sont disponibles au Maroc, donc on n'a pas le droit de laisser passer un déficit immunitaire de l'immunité humorale passer si on a des éléments cliniques qui nous poussent à penser à ces maladies-là. Maintenant, la bronchectasie, c'est une dilatation, comme on a vu, toute la journée, permanente et persistante des bronches. Donc, il va résulter des infections récurrentes qui vont provoquer des lésions permanentes des voies aériennes et du parenchyme pulmonaire, mais également il y a de l'inflammation qui est dérégulée, provoquée par le déficit immunitaire lui-même. Donc il y a installation d'un cycle vicieux qu'on va voir dans les plaques suivantes, et de l'inflammation. Et il faut savoir que les patients qui ont un déficit prédominant sur les anticorps, ils ont un risque élevé de bronchectasie, donc par le déficit immunitaire qu'elle donne humoral et aussi par la réponse inflammatoire qui est dysrégulée. Donc, sur le plan physiopathologique, quelle est la part, pourquoi on aura cette dilatation de bronches au cours des déficits prédominants sur les anticorps? En cas de déficit prédominant sur les anticorps, donc le poumon, comme j'ai dit tout à l'heure, est l'organe le plus sensible aux infections car il présente une vaste surface muqueuse à l'environnement. Donc, en cas de défaut d'anticorps, l'organisme évidemment ne parvient pas à défendre complètement le poumon contre toutes les infections et les infections déclenchent souvent un cercle vicieux
et des lésions pulmonaires progressives qui aboutissent à une bronchectasie. Si vous voyez sur ce schéma-là, donc si vous avez un déficit en anticorps, c'est sûr que vous avez un déficit de l'immunité humorale et une dysrégulation inflammatoire qui va créer un état inflammatoire dans les voies aériennes respiratoires. Ça va changer l'architecture des différentes branches et on aura apparition d'une bronchectasie. La bronchectasie aussi va être responsable, donc on va avoir une inefficacité de la clairance mucociliaire, ce qui va être le lit d'infection et de colonisation, et le cercle va continuer comme ça, donc est parfois très difficile de s'échapper. Si on voit ça sur cette photo-là, c'est une coupe électronique de la lésion mucociliaire. On a une altération de la fonction mucociliaire à la suite des infections prolongées et récurrentes chez ces malades-là. Cette altération mucociliaire et la formation d'un biofilm va jouer un rôle important aussi dans l'inflammation. On aura cette inflammation qui est locale et systémique qui va persister parfois même en l'absence d'infection. Sur le plan mécanisme des dilatations de bronches dans le cadre de déficit prédominant sur les anticorps, tout d'abord, lorsqu'on a une infection, donc tout d'abord, on a les neutrophiles qui vont être recrutés dans les voies respiratoires en réponse à une agression bactérienne. Donc, une réponse en anticorps va être inadéquate, qui va entraîner donc une phagocytose insuffisante. Les neutrophiles qui sont là vont libérer leur contenu de granules et meurent sur place, vont endommager les cellules épithéliales environnantes, ce qui va entraver le développement de la réponse immunitaire acquise et recrute davantage des neutrophiles pour perpétuer le cycle pathologique. En dehors de ce mécanisme-là, donc il y a d'autres, il a été remarqué qu'il y a d'autres cofacteurs qui jouent un rôle aussi important dans l'apparition de la bronchectasie dans le cadre de déficit immunitaire, notamment lorsque vous avez l'utilisation suboptimale des immunoglobulines et lorsqu'on a une déficience d'une membrane MBL qui est une protéine qui s'accorde aux protéines de complément. Lorsque vous avez un déficit en IgA aussi, c'est un élément important, c'est un facteur qui aggrave donc l'apparition, qui précipite l'apparition de bronchectasie. Aussi, on a remarqué que lorsqu'on a une déficience du récepteur néonatal FC récepteur, qui joue un rôle très important dans l'homéostasie des immunoglobulines G à vie, s'il y a une déficience de ce récepteur-là, c'est un facteur aggravant et favorisant l'apparition de bronchectasie. Donc maintenant, quand on va suspecter une dilatation de bronche chez un enfant qui est diagnostiqué, qui a un déficit prédominant sur les anticorps. Donc la bronchectasie va se manifester le plus souvent par, comme on a vu ce matin-là, par une toux productive qui va être persistante et récurrente, les infections des voies respiratoires et des exacerbations pulmonaires. Chez le jeune enfant, des fois, qui n'expectoire pas, donc une toux humide peut être identifiée comme un facteur de risque de dilatation de bronches. Les enfants présentant des épisodes récurrents de bronchite bactérienne prolongée sont à un risque aussi majeur de développement d'une bronchectasie, surtout s'ils présentent plus de 3 épisodes par an. L'infection des voies respiratoires inférieures à hémophilus influenzae chez les patients atteints de bronchite prolongée, de bronchite bactérienne prolongée, c'est également avéré un facteur de risque d'apparition d'une dilatation de bronche. Une toux grasse ou productive qui ne répond pas après 4 semaines d'antibiothérapie, aussi, elle prédit donc à l'apparition d'une bronchectasie. Donc il y a un certain nombre de facteurs associés qui ont été cliniques et biologiques qui ont été trouvés pour dire est-ce que cet enfant-là va présenter ou non une dilatation de bronche. Donc, soit lorsqu'on a un diagnostic tardif de déficit immunitaire, lorsqu'il y a eu des antécédents de pneumonie, des infections respiratoires prolongées, une toux chronique grasse productive, une bronchite bactérienne prolongée, lorsque les tests de la fonction respiratoire pulmonaire sont anormaux ou s'aggravent, lorsqu'il y a une difficulté à maintenir un niveau d'immunoglobuline G par traitement, lorsque le nombre de CD4 il est inférieur à 60 cellules par microlitre, lorsque vous avez un taux faible de lymphocytes B et lymphocytes B mémoire, et dans le cadre de déficit immunitaire commun variable, lorsque vous avez un taux d'IgA
très bas et un taux d'IgM très bas. Donc, si vous avez ces critères-là, cliniques ou biologiques, chez un enfant chez qui il a le diagnostic de déficit prédominant sur les anticorps, vous trouvez ces signes-là, donc c'est un signe, ce sont des éléments qui nous disent qu'elle a fort probablement développé une dilatation des bronches. Donc, sur le plan, comment confirmer le diagnostic? Donc, c'est la TDM de haute résolution qui fait le diagnostic en cherchant cette augmentation de ratio entre le diamètre interne des bronches et l'artère pulmonaire adjacente. Si vous avez ce diamètre, il est supérieur à 0,8, donc il confirme le diagnostic de dilatation de bronche. Sur le plan thérapeutique, ça ne change pas, donc c'est la même chose qu'on a vu ce matin. On ajoute par ailleurs, en plus de ce qu'on a vu ce matin, on ajoute un traitement spécifique puisqu'on a un déficit de limite humorale. Donc, traitement des infections par antibiothérapie curative efficace, précoce et prolongée, antibioprophylaxie par cotrimoxazole, perfusion mensuelle d'immunoglobulines, kinésithérapie respiratoire et une prise en charge globale psychologique et médico-sociale et capitale pour les enfants et leurs familles pour permettre une bonne compliance au traitement. Pour terminer, je passe rapidement quelques slides sur cette maladie des déficits immunitaires primitifs, donc par déficit en anticorps, qui sont ce qui dans l'évolution, elles vont présenter une dilatation de bronche. Sachez que la dilatation de bronche peut être diagnostiquée durant l'évolution de la maladie. Des fois, c'est à l'occasion d'une dilatation de bronche qu'on va faire le diagnostic tardivement de ce déficit immunitaire secondaire. Donc, la gamma-globuliniémie liée à l'X, c'est la maladie la plus grave où il n'y a pas de lymphocyte B. Donc, il y a un blocage sévère au stade de cellules pré-B dans la moelle osseuse. Elle va conduire à une absence totale de lymphocytes B et par la suite, donc on n'a pas d'immunoglobulines circulant. Il est secondaire à un déficit d'une protéine tyrosine kinase. Le diagnostic se fait généralement après 4-6 mois, donc puisque l'enfant, le nourrisson, il est protégé jusqu'à 6 mois par les immunoglobulines maternelles. Le plus souvent, il y a des signes cliniques infectieuses, notamment ORL, diarrhée, pyodermite. La complication principale, c'est l'hydratation de bronches, l'encéphalite à entérovirus. Le plus souvent, les germes, ce sont des germes encapsulés. Le diagnostic se fait par l'absence de lymphocytes B. Elles sont nulles et on a une diminution des lymphocytes, des immunoglobulines, les immunoglobulines IgA et IgM. Les sérologies, généralement, sont négatives puisqu'il n'y a pas d'anticorps des IgG. Il y a la gamma-globulinémie autosomique récessive, c'est la même chose que la gamma-globulinémie liée à l'X ou maladie de Bruton. Le déficit immunitaire commun variable, qui est le déficit immunitaire le plus fréquent chez l'adulte, on le voit actuellement chez l'enfant à partir de l'âge de 4-5 ans, mais le plus souvent c'est à l'âge de l'adolescence et chez l'adulte. C'est une anomalie de la phase terminale de la différenciation et de la maturation des lymphocytes B. Là, il y a un défaut de production des immunoglobulines. On va avoir une hypo-IgG, hypo-IgA et hypo-IgM. Prière de conclure, s'il vous plaît. Très bien, donc voilà. Les signes cliniques, donc voilà, je partage ces slides. Il y a le syndrome d'hyper-IgM aussi, c'est un déficit en anticorps. Le déficit sélectif en IgA, en sous-classe des IgG, déficit sélectif en anticorps antipolysaccharidiques. Pour conclure, le déficit prédominant sur les anticorps, c'est un groupe hétérogène et complexe de déficits immunitaires primitifs et peuvent être diagnostiqués à tout âge. La stratégie diagnostique doit être codifiée en se basant essentiellement sur la clinique, la prise en charge précoce avant l'installation des complications graves et létales. Cliniquement, il y a une suppuration bronchique chronique infectieuse, infection récidivante et dyspnée. Le diagnostic est affirmé par le diagnostic de la dilatation de bronche est affirmé par la TDM thoracique haute résolution. L'évolution se fait généralement vers une colonisation par certains germes, notamment Pseudomonas aeruginosa. Le diagnostic précoce de déficit en anticorps, la prévention et le traitement efficace des complications pulmonaires sont des éléments clés pour réduire la mortalité et la morbidité au cours de ces maladies-là. Et je vous remercie. Merci, professeur Rachid Abelkacem, pour cette excellente présentation sur les dilatations de bronches, et cette fois-ci dans les déficits immunitaires. Voilà, donc professeur Hassani Amin s'excuse pour sa présentation. Donc on va se donner quelques questions, d'accord, 5 minutes de questions avant de passer au symposium prochain. Voilà, donc on va commencer par professeur Abid, s'il vous plaît.
J'ai une question, enfin question un petit peu, disons, spéciale, à poser au professeur Godlus. Donc, j'étais au congrès de la Société française de pédiatrie en mai à Nantes. Et donc, c'est là où ils ont introduit, dans les dépistages anténatal, ils ont ajouté la mucoviscidose. Donc, en sortant en pause café, j'ai trouvé le professeur Godlus, célèbre infectiologue et vaccinologue, ami du Maroc, et du professeur Bouskraoui. Et je lui avais parlé de... Alors, lui, il m'a dit que maintenant, il y a un traitement spécial pour la mucoviscidose. Et maintenant, ça y est, on ne va plus parler de la mucoviscidose, ils vont être guéris. Est-ce qu'il était trop optimiste? Merci. Un peu optimiste. Mais effectivement, c'est ça, hein, c'est pas complètement un rêve. Hein. C'est-à-dire, effectivement, en France et dans un certain nombre de pays, on fait un dépistage. Donc, on a un diagnostic à 3 semaines de vie sur un biomarqueur qui est la trypsine, qui est un enzyme pancréatique qui est relargué par le pancréas quand il est en train d'être remanié. C'est un biomarqueur qui n'est pas spécifique. Quand on a une souffrance fœtale, on peut aussi avoir une hypertrypsinémie. Mais quand on trouve la trypsine dans le papier buvard, à ce moment-là, on va rechercher les mutations, les variants, et qui sont les plus fréquents dans la population d'intérêt. Ça change d'un pays à l'autre. Et à ce moment-là, on va convoquer, si c'est positif, l'enfant pour un test de la sueur. Donc, on fait un diagnostic pour, je dirais, 95% des bébés atteints de mucoviscidose sont diagnostiqués à 3 semaines de vie. Lorsqu'ils ont une mutation qui est sensible au premier médicament dont je vous ai parlé, qui Calideco, parce qu'on a un recul suffisant, il est commencé à 4 mois de vie. Donc maintenant, on est en train d'apprécier si effectivement on peut stopper ou uniquement ralentir l'évolution chez ces enfants. Et maintenant, évidemment, nous commençons Kaftrio, la deuxième molécule, donc chez beaucoup plus d'enfants, à 2 ans. C'est tout récent, c'est il y a 6 mois. Et on est en train d'observer cette population pour savoir si effectivement on empêchera l'évolution de la bronchopathie chronique, donc avec des techniques d'imagerie, parce que c'est des enfants qui ne peuvent pas faire des VEMS, qui en général n'ont pas de sécrétion bronchique, donc on est un peu limité en termes d'évolution, donc c'est vraiment des évolutions à distance et avec une cohorte contrôle, mais surtout on regarde aussi la toxicité. Et on a été très étonnés, c'est une publication dans le Lancet qu'on a eue en juin, sur un grand nombre d'effets de troubles du sommeil, d'agitation, de troubles du comportement très importants chez ces enfants qui montrent que restaurer la protéine CFTR a bien d'autres effets que simplement le poumon. Et la protéine CFTR était aussi exprimée dans le cerveau. Et donc, on a vu ces anomalies. Pour la plupart régressives, mais ou en tout cas qui ont considérablement diminué, mais on va reprendre maintenant ces enfants avec des tests psychologiques pour savoir s'il y a quand même, comme ce qui a été observé pour la dépakine par exemple, on n'induit pas des anomalies. Donc on est en train de regarder si ces molécules révolutionnaires, si on les met sur un organisme avec des organes encore en développement, comme le poumon, comme le cerveau, peuvent ne pas être toxiques. Donc on a une vraie interrogation. Est-ce qu'effectivement on peut empêcher l'évolution, l'installation de la maladie, l'évolution vers les dilatations des bronches? Donc finalement on a juste un diagnostic génétique, mais plus d'expression, ou en tout cas très très tard. Mais par ailleurs, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur la toxicité de ces médicaments dont on ne sait pas encore grand-chose. Bonsoir. D'abord, merci au comité organisateur et à nos professeurs pour la qualité des présentations et nous permettre d'en apprendre plus sur des pathologies lourdes
comme celle-ci. Concernant la mucoviscidose, j'ai 2 questions au professeur Sermet. La première question, c'est est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur les techniques de diagnostic les plus simples à mettre en place dans notre contexte? Et la deuxième question concernait aussi l'imagerie en anténatale. Vous avez parlé de l'ileus méconial et j'aimerais savoir quelle est la prévalence de cette anomalie à l'imagerie et sa pertinence pour l'éventuelle mise en place de prophylaxie ou d'un suivi particulier dans des pays où on n'a pas encore la thérapie modulatrice. Est-ce que ça pourrait être utile d'utiliser cette imagerie en anténatale? La première question, c'était les techniques de diagnostic au Maroc. Alors, je suis désolée, j'avais pas de place, mais je pense sincèrement que le test que je vous ai montré, qui est l'évaporimétrie, pourrait être très intéressant. En fait, la sueur, on fabrique tous une sueur qui est dite primaire, c'est-à-dire qui est très abondante, très salée. Lorsqu'ensuite, ça c'est dans la glande sudorale, ensuite lorsqu'elle va vers la peau, une partie de l'eau et du sel est réabsorbée dans le canal glandulaire. Le test de la sueur, le dosage de chlorure, ça mesure ça. Et maintenant, il y a des techniques où on va étudier la production de sueur, la quantité de sueur qui est produite par la glande sudorale. Et quand il n'y a pas d'expression de CFTR, il y a beaucoup moins de sueur. Donc cette technique, c'est des sondes, comme vous l'avez vu, qui sont posées sur la peau, qui mesurent l'évaporation de la sueur. Et on stimule la production de sueur. Et lorsqu'il n'y a pas de CFTR, il y a beaucoup moins de production de sueur. Cette machine, elle coûte 5 000 €. Et ensuite, il suffit de faire fabriquer par votre pharmacien le produit, enfin, à imprégner dans la peau pour faire fabriquer cette sueur. Il n'y a plus du tout, c'est un diagnostic CE, c'est diagnostiqué, c'est standardisé. De plus en plus de pays l'adoptent. La Turquie l'a adopté, l'Afrique du Sud l'a adopté, parce que c'est beaucoup moins cher et c'est extrêmement fiable, y compris pour les formes monosymptomatiques avec test de la sueur intermédiaire. Donc moi, je pense que ça serait extrêmement intéressant que dans les centres où il y a à Casa, à Rabat, où il y a un certain nombre de patients, vous puissiez avoir ça, parce qu'effectivement, le test de la sueur, du fait de ses consommables classiques, est quand même cher et peut être pris en défaut. C'est vraiment un test qui est facile à apprendre. En 2 jours, les personnes sont formées. Donc, je pense que c'est une alternative intéressante. Pour l'atteinte in utero, on ne sait pas combien il y a de... On pense que tout fœtus atteint de mucoviscidose, à un moment donné, va avoir une occlusion, enfin une hyperécogénicité des anses intestinales qui va se résoudre spontanément la plupart du temps. Et maintenant, on a à peu près une dizaine de grossesses avec ileus méconial in utero qui ont été traitées par Kaftrio. La maman prenait de Kaftrio. Kaftrio passe chez l'enfant et où on a vu une amélioration, voire une résolution des signes digestifs et on a empêché l'ileus méconial à la naissance et donc toute la réanimation néonatale qui va avec. Donc, c'est des choses intéressantes. Après, le problème, c'est que si on n'a pas accès au Kaftrio, le fait de diagnostiquer l'hyperécogénicité des anses intestinales, malheureusement, n'aboutit pas à grand-chose s'il n'y a pas accès au Kaftrio pour les femmes. 2 dernières questions. Voilà, il y a Anas et M. Abid. Oui, j'ai une question, professeur Giovanni. S'il vous plaît, dans les bronchiectasies sans étiologie, est-ce qu'il y a, dans le cadre de l'évaluation pronostique, est-ce qu'il y a des scores pronostiques pédiatriques validés, comme chez l'adulte? Non, il n'y a pas de score dans tout ce qui est idiopathique. Malheureusement, c'est une telle pléiade d'étiologies que c'est beaucoup moins standardisé que dans les pathologies avec une étiologie sous-jacente. Donc, on n'a pas de score pronostique, à ma connaissance, dans les formes idiopathiques. Et puis, dernière question de M. Abid, c'est ça? Bonjour à tous. Je m'adresse à professeur Sermet et professeur Hassani. Et avant d'entamer la discussion, je vous remercie pour les excellents diapos. Moi, je suis doctorant. Je travaille sur la génétique de la mucoviscidose.
encadré par le professeur Amezoui. Et je fais partie du laboratoire LICIA, qui est sur la direction du professeur Bousféha. Concernant notre contexte, vous avez parlé de la maladie est une maladie caucasienne et tout, donc je parle du professeur Hassani. Je peux vous dire que la maladie n'est plus caucasienne maintenant. Donc elle n'est plus caucasienne. Surtout si on parle de la population marocaine, bon, c'est une population qui est cosmopolite. Et on peut être considéré comme une population caucasienne aussi. Hein. Et dans notre série, on est arrivé à 60 cas de mycoviscidose diagnostiqués sur une période de 8 ans. Et on a 30 mutations. Déjà, c'est pas mal. Et on a même une mutation qui n'a été jamais publiée. Donc, on peut considérer que c'est une autre mutation. C'est la première fois découverte. Et notre combat, c'est d'établir un programme national de dépistage. C'est ça le problème. Et pour y arriver, il faut améliorer les moyens diagnostiques et tout. Parce que là, vous avez parlé de thérapie génique. Nous, on est loin un peu. Thérapie ciblée, que ce soit protéique. On est loin. La chose la plus primordiale pour nous, c'est le diagnostic. La maladie existe. Les gènes existent, les mutations existent aussi. Et on ne peut pas appliquer donc, la thérapie ciblée déjà parce qu'il y a plusieurs défis. Donc là, le prix qui est très coûteux, très très coûteux. Deuxième des choses, c'est qu'on a toujours des effets indésirables, surtout quand on parle de Trikafta, il y a des effets néfastes sur le plan hépatique et neurologique. Et pour moi, donc, et cela ça n'empêche pas de vous poser une question concernant la thérapie. Donc là, j'ai deux questions. La première, est-ce que l'efficacité de Trikafta, est-ce que ça peut être observé chez les cas qui arrivent à un stade évolué de la maladie? Et la deuxième, vous avez parlé de la Trikafta, qui est efficace chez les patients à F508 hétérozygotes, n'est-ce pas? Et je me demande, est-ce qu'elle est efficace chez les sujets qui ont la mutation F508 associée à n'importe quelle mutation, ou juste quand la mutation F508 est associée à des mutations qui engendrent un phénotype qui est moins sévère? Alors, d'abord, premièrement, ce que je voudrais dire, c'était, effectivement, j'ai dû rapidement écourter. Effectivement, l'objectif, c'est pas du tout les mutations ciblées, enfin les thérapies ciblées, c'est faire le diagnostic de tous les patients qui ne sont pas diagnostiqués encore chez vous, avec, si possible, un test qui soit plus simple, plus facile, je pense, et moins onéreux que le test de la sueur classique. Donc, je propose l'évaporimétrie avec la possibilité de former en France des médecins, des infirmières, des techniciens qui puissent faire ensuite dans plusieurs centres au Maroc ce test-là et permet finalement de faire ce test sans trop se poser de questions pour les patients. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire de dépistage s'il n'y a pas la possibilité de faire le diagnostic après. Ensuite, deuxièmement, avant même les thérapies ciblées, la nutrition et le traitement anti-infectieux, vous voyez qu'on gagne 30 ans de survie. Et ça, c'est aussi en Europe, dans les pays à bas niveau socio-économique, bien avant les thérapies ciblées. Voilà. Donc c'est déjà un grand combat. C'est exactement ça, et avec une prise en charge multidisciplinaire et la possibilité de mettre en place des collaborations entre les centres français et les centres marocains, comme on l'a déjà fait avec le professeur Hassani, mais comme on peut le faire en discutant de dossiers. Ensuite, pour les thérapies ciblées, alors effectivement, elle a été décrite pour la mutation Delta F508, il suffit d'avoir un variant. Donc le fait d'avoir un variant ou deux variants, d'être homozygote ou hétérozygote, ne change pas l'efficacité. Il y a comme s'il y avait un effet plafond. On n'arrive pas à augmenter plus. Donc on est en train de chercher maintenant des thérapies plus efficaces ou de comprendre pourquoi on ne peut pas restaurer 100% de la fonction. Encore avec ça. Et effectivement, quand déjà le patient a une mutation résiduelle, comme probablement la mutation marocaine qui n'a jamais été décrite avant, qu'il va falloir regarder, qui doit être sensible à Kaftrio, effectivement, Kaftrio, du coup,
améliore encore mieux les patients. C'est-à-dire ça marche sur n'importe quelle mutation qui est sensible. Et maintenant, ce n'est pas que delta F508, il y a d'autres mutations, comme celle d'Ashraf dont je vous ai montré. Et il y a 75 mutations en plus de 83 en plus de delta F508 qui ont été montrées sensibles à Kaftrio. Voilà. Donc ça, on va élargir le spectre et on va maintenant passer à des molécules certainement un peu différentes. Il y a d'autres firmes qui travaillent sur ça ou des super Kaftrio encore plus efficaces ou des associations avec des molécules, des thérapies d'ARN messager, etc. Mais ça, c'est pour l'avenir et ce n'est pas encore le début, c'est diagnostiquer les patients, assurer un état nutritionnel correct et éviter l'installation de Pseudomonas aeruginosa. On passe de 10 ans de médiane de survie à 40 ans.